À la une, un livre précieux pour comprendre et pour agir face à l'urgence climatique. Christian Depertuis nous rejoint à l'instant. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. On vous laisse vous installer. Vous êtes donc l'auteur de ce livre qui a pour titre Le tic-tac de l'horloge climatique, une course contre la montre pour le climat. C'est aux éditions de Bock. Vous êtes économiste, fondateur de la chaire Économie du climat de l'Université Paris-Dauphine à Paris. 2019, on l'a appris aujourd'hui, année la plus chaude de l'histoire, bien entendu depuis que les relevés existe, après celle de 2016. Alors on connaît le lien entre les activités humaines et le réchauffement climatique. Je vais vous montrer une image, c'est celle des feux, des méga-feux qui ravagent l'Australie. Il y a eu la Californie, il y a eu l'Amazonie. Est-ce que vous faites un lien entre le changement climatique et ces incendies à répétition dans le monde? Oui, alors... Premièrement, je rappellerai, je ne suis pas climatologue, je suis économiste. C'est votre avis que je voulais avoir. Moi, j'écoute ce que me disent les climatologues, et les climatologues m'expliquent que les feux de brousse existent chaque année en Australie. Simplement, l'intensité des feux de brousse cette année est exceptionnelle, et le réchauffement climatique aggrave un phénomène séculaire. Et donc, on ne peut pas dire que c'est le changement climatique qui provoque à 100% les feux de brousse. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que l'intensité exceptionnelle des incendies actuellement en Australie est aggravée par le réchauffement climatique et que si nous continuons dans la même direction à continuer à accumuler les émissions de gaz à effet de serre et à réchauffer encore plus, demain, ces incendies deviendront ingérable. Alors justement, vous dites que vous n'êtes pas climatologue, mais il est très très intéressant votre livre en matière d'économie du climat, parce que au fond, vous nous dites qu'il faut absolument repenser notre système. Mais prenons l'Australie. Des femmes et des hommes dans ce pays en veulent à leur Premier ministre, qui est justement climato-sceptique. Concrètement, que peut faire le peuple australien au quotidien, d'un point de vue économique, pour lutter contre ces émissions de CO2? Alors, il y a deux volets à votre question. Le premier volet, c'est comment est-ce que l'Australie peut contribuer à la lutte contre le réchauffement en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre? Et ça, c'est un problème politique très complexe en Australie, qui fait souvent la une de la presse, du reste, parce que l'Australie, c'est en fait un énorme continent qui a beaucoup de ressources, et dans ces ressources, vous avez beaucoup de charbon et vous avez beaucoup de gaz naturel. Aujourd'hui, l'Australie contribue au réchauffement climatique d'abord en exportant du charbon sur les marchés asiatiques. Et donc, la première contribution que pourrait faire l'Australie, c'est de réduire son activité minière sur le charbon. Je rappelle que le charbon, c'est l'énergie fossile qui émet le plus de gaz à effet de serre par unité énergétique. Et ceci impliquerait de réduire les exportations de charbon, qui sont le deuxième produit d'exportation, et également de changer la façon de fabriquer l'électricité en Australie, puisque le charbon est la première source utilisée pour fabriquer l'électricité. Ça, c'est pour le volet réduction des émissions. L'autre volet, c'est que l'Australie a un écosystème extrêmement fragile. Cet écosystème est extrêmement fragile pour des tas de raisons, d'abord géographiques. Et donc, il faut que la politique climatique contribue aussi à accentuer la résilience des populations par rapport au risque d'incendie. Et ceci concerne très souvent la façon dont on va organiser l'urbanisme, la façon dont on va gérer le patrimoine forestier. Alors justement, ça vaut aussi dans tous les pays du monde. Vous dites notamment qu'il y a beaucoup à faire en matière de rénovation thermique des bâtiments. Il y a aussi question du transport aérien dont on parle de plus en plus, qu'il faut repenser. Alors moins connu, vous abordez aussi la question des systèmes de cuisson qui constituent, dites-vous, de très loin dans le monde, la pollution de l'air la plus ravageuse. Oui, absolument. C'est très mal connu. La première source de pollution locale dans le monde, de très loin, ce n'est pas les voitures dans les villes. C'est des systèmes de cuisson traditionnels qui utilisent la biomasse traditionnelle sur des fours trépieds dans une grande partie de l'Afrique au sud du Sahara, principalement dans les zones rurales, mais également dans les zones périphériques des villes. Les familles utilisent ces fours trépieds avec de la biomasse, soit du charbon de bois, soit du bois qui est de mauvaise qualité. Ouais. Ça génère des fumées et il n'y a pas de cheminée pour évacuer. Et donc c'est la personne qui utilise l'énergie qui s'auto-pénalise et qui va subir les dégâts sanitaires. Et justement, on y vient, il y a des inégalités en matière de transition écologique entre les pays développés et les pays en voie de développement, au sein même des pays développés d'ailleurs. Concrètement, que fait-on pour tendre vers une justice climatique? Vous avez bien lu le livre. Alors, on en est très loin, mais pour aller vers la justice climatique, effectivement, il faut
repenser non seulement la façon de produire l'énergie, mais également la façon de distribuer l'énergie et de répartir l'énergie. Je reviens sur la question des systèmes de cuisson traditionnels. La façon la plus basique d'améliorer ces systèmes, généralement, c'est de basculer vers des systèmes au gaz naturel ou au kérosène. Ces systèmes utilisent de l'énergie fossile. Ouais. Donc on a un trade-off. On a un trade-off à court terme entre l'amélioration des systèmes de cuisson et l'utilisation des énergies fossiles. On peut aller plus rapidement vers des systèmes qui font le jump, hein, qui vont faire l'impasse sur les énergies fossiles pour aller par exemple vers du biogaz ou pour aller vers du solaire. Le point qui me semble très important, notamment en Afrique au sud du Sahara, c'est que depuis qu'on sait fabriquer de façon très peu coûteuse de l'énergie à partir de l'énergie solaire, l'accès à l'électricité en milieu rural progresse beaucoup plus rapidement dans un certain nombre de pays, notamment les pays d'Afrique de l'Est. Merci beaucoup Christian Depertuis d'avoir répondu à nos questions et vous abordez aussi les sujets qui fâchent, la taxe carbone qui a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes et aussi les climato-sceptiques d'un côté et les catastrophistes de l'autre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.